Ça va être difficile de faire des généralités, mais il y a des gens qui ont une structure psychologique, on va dire, faible ou fragile, et l'approche qu'on explore ici, c'est une approche qui va augmenter, en tout cas pendant un certain temps, la sensibilité à l'environnement, la sensibilité à sa propre problématique. Et il y a des gens pour qui cette perméabilité n'est pas fonctionnelle. Après, il n'y a pas deux personnes différentes, il n'y a pas deux personnes pareilles, donc je veux dire, ça doit être adapté, mais le yoga, la manière dont on approche ici, n'est pas une thérapie. Ça ne vise pas un équilibre du psychisme, ni du corps. C'est un art qui vise essentiellement une déstabilisation des imaginaires personnels. Et quand quelqu'un a déjà une difficulté à fonctionner dans le monde moderne, a une difficulté relationnelle, a une difficulté avec son corps, a une difficulté avec ce qui amène généralement des difficultés psychologiques, le yoga n'est pas fait pour ça. Je sais que maintenant, dans le monde moderne, aux valeurs inversées, on présente le yoga comme une thérapie, mais ça n'a jamais été. Il y a en Orient des thérapies, il y a en Inde des thérapies, mais ce n'est pas du yoga. C'est des thérapies différentes du point de vue occidental, mais ce n'est pas mon domaine, moi je ne les connais pas. Le yoga est fait pour des gens extrêmement équilibrés, qui veulent approfondir leur équilibre, mais pas pour des gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc ce n'est pas une critique du tout de ces gens-là, mais tout le monde n'est pas fait pour faire de la boxe. Ce n'est pas une critique de ceux qui ne peuvent pas le faire. Il faut avoir des aptitudes pour faire de la boxe, il faut avoir des aptitudes pour faire du violon, il faut avoir des aptitudes aussi pour faire du yoga. Ce n'est pas du tout une exclusion, c'est une fonctionnalité. Ceux qui ne sont pas faits pour le yoga, il y a autre chose pour eux. Si vous avez des genoux trop détruits, il vaut mieux faire autre chose que du yoga. Ce n'est pas une critique, c'est une fonctionnalité. Donc, le yoga n'a jamais été une thérapie, ce qui ne veut pas dire que, comme tous les arts traditionnels, une pratique fonctionnelle peut des fois amener une très légère rectification de certaines problématiques psychologiques, ça c'est autre chose. Mais la boxe aussi, le tennis aussi. Et en tout cas, le yoga n'est pas fait pour ça. Si on a des problèmes psychologiques, il faut avoir un thérapeute. Si on a des problèmes physiques, il faut avoir un médecin. Le yoga n'est ni une thérapie physique, ni une thérapie psychologique. En tout cas, le yoga dont on parle ici, il y a d'autres yogas qui visent vraisemblablement à des rectifications psychologiques et physiologiques, mais ça, c'est pas de mon domaine, moi je ne les connais pas. La douleur, en fait, est une résistance physique. J'ai pu l'éprouver aujourd'hui. Moi, j'avais jamais fait de yoga de ma vie. Mais ça m'intéresse le parallèle particulièrement, c'est pour ça que je suis là, sur la résistance psychologique, en fait. Quand il y a, de la même façon que j'ai senti aujourd'hui le corps, quand je me suis allongée sur le côté, j'avais hyper mal à la hanche, j'ai compris que ça résistait jusqu'à ce que je me fonce, comme vous l'avez bien, vous avez bien guidé là-dedans. Et ça m'intéresserait, comme vous avez fait le parallèle, c'est vraiment pour ça que je suis là, le rapport aux pensées qui circulent, qui résistent. Vous savez, le corps et le psychisme, c'est des mots chrétiens, je dirais, mais ça n'existe pas. Il y a une seule chose, mais notre vocabulaire, la sémantique moderne, fait qu'on est obligé de parler de l'un ou de l'autre. On parle du corps et du mental comme s'il y avait deux choses. Bien sûr, il n'y en a qu'une. Donc c'est une allégorie. Le corps, c'est une allégorie. Et la manière dont vous ressentez votre corps est très proche de la manière dont vous ressentez votre état psychologique. Quand le corps est vacant, généralement la pensée est vacante. Et quand le corps est tendu, généralement la pensée est tendue. Donc nous, on ne s'occupe pas de la pensée en tant que telle. On s'occupe de la sensorialité parce qu'il y a un côté plus pédagogique, dans le sens, si je vous demande de penser à vos peurs, peut-être vous êtes dans une période où il n'y a pas vraiment de peur, ça va être difficile. Par contre, si on vous demande de sentir la réaction dans la hanche, dès qu'on vous met dans telle ou telle position, ça va être très facile à sentir. Donc pédagogiquement, vous pouvez toujours sentir une tension dans le corps.
Alors des fois, la problématique psychologique, si vous êtes hyper jalouse, mais si en ce moment votre amant et votre mari sont fidèles, si je vous demande de sentir la jalousie, ça ne va pas donner grand-chose. Il faut que ce soit en situation où vous allez pouvoir expérimenter la jalousie. Par contre, votre genou et votre hanche, c'est très facile de les sentir, quelle que soit la fidélité ou non de votre mari ou de votre amant. Donc nous, on reste dans le domaine sensoriel, parce que le corps, c'est une allégorie du psychisme. Et donc, effectivement, quand vous allez vous rendre compte que c'est super, déjà, c'est la première fois que vous rendez compte de ça, que le sol n'est pas dur, ce qui est dur, c'est la résistance vis-à-vis du sol. Les boxeurs savent que les coups font pas mal, ce qui fait mal, c'est la résistance aux coups. Donc, la dureté, c'est la résistance. Notre expérience nous prouve le contraire. Les gens vont dire, mais la preuve, j'allonge mes jambes, il y a une réaction, il y a une pression. Oui, il y a une pression parce qu'on se défend. Parce que toute notre culture, notre société, notre éducation est basée sur la résistance. Et quand il y a quelque chose de dur, on apprend à faire face, on apprend à... voilà. Au lieu d'apprendre à sentir. Donc, ce que vous avez expérimenté sur la hanche, vous allez voir dans toutes les poses de yoga, quand il y a une sensation de dureté, c'est effectivement une résistance. Mais ce qui ne veut pas dire que la douleur est toujours une résistance. La douleur, c'est un indicateur. Quand vous mettez votre main lentement vers une flamme, le fait que la main chauffe, c'est une indication mais qu'il ne faut pas aller plus loin. Donc la douleur, c'est ce qui permet au corps de survivre. C'est parce qu'il y a des douleurs que vous ne marchez pas sur des clous, sinon vos pieds seraient comme des porcs-épics. Donc la douleur, c'est notre système d'intégration de l'environnement. Quand j'ai mal au corps, ça dit qu'il y a quelque chose à faire attention. Quand la main chauffe trop, je dois faire attention à ne pas aller plus loin, etc. Mais là, ici, la douleur dont on parle, comme on n'est pas près d'un feu, on n'est pas près d'un froid, donc on est en situation, je dirais, neutre sensoriellement, quand on pratique le yoga. Donc la douleur, généralement, que vous allez ressentir, ne vient pas d'une information de l'environnement, mais vient d'une tension corporelle. Et donc la première chose, c'est de découvrir à quel point le corps est fait de tension. Si on demande à un imbécile qui passe dans la rue, est-ce que vous êtes tendu? La plupart des gens vont dire non, je suis détendu. Donc, on vous met dans des positions bizarres et là vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout détendu. Donc, c'est une première prise de conscience de voir à quel point le corps est toujours en tension, mais on ne se rend pas compte généralement. Donc, quand on va explorer les points de contact, vous allez effectivement voir que la première réaction, on vous met sur le côté, mais la hanche se réagit, ou l'épaule chez certains, ou le biceps, ou la jambe. Vous tendez. C'est votre réaction normale parce que vous avez appris ça culturellement. L'autre possibilité, c'est de sentir. Donc, je vais vous demander de sentir la tactilité du sol. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est de la laine? Est-ce que c'est gluant? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Le fait de vous demander ça, c'est pas la réponse qui nous intéresse, mais ça vous oblige à écouter. Et quand vous écoutez quelque chose, vous ne vous défendez pas en même temps. Et quand vous ne vous défendez plus, vous allez voir à un moment donné que le sol est vide. La dureté du sol, les judokas sont au courant, c'est la résistance. La dureté d'une situation, c'est la résistance. Si vous prenez pour une femme, et quelqu'un dit les femmes sont des imbéciles, vous êtes agressé. Si vous prenez pour un Français, si on dit les Français sont des imbéciles, vous êtes agressé. Si vous prenez pour quelqu'un de riche, on vous dit vous êtes pauvre, vous êtes agressé. Ce qui agresse, c'est jamais la situation, c'est l'image qu'on a de soi-même. Donc, au plus vous allez déceler corporellement à quel point le corps est constamment en train de se défendre, les yeux ne veulent pas voir ça, les oreilles ne veulent pas entendre ça, vous ne voulez pas penser à ça, c'est pas étonnant que le corps soit que défense. Je me sers des jambes pour m'affirmer, pour trouver la sécurité. Je me sers de mes bras pour me défendre ou pour agresser. Je me sers de ma bouche pour affirmer, etc. La structure du corps est que défense et agression. Donc l'exploration du yoga, c'est découvrir ce mécanisme de survie, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un mécanisme qui est tout à fait naturel. La survie fait partie, le corps est basé sur la survie. Si des éléments, des bactéries étrangères pénètrent votre corps va combattre ces bactéries. C'est ça la vie. Tant que ce n'est non violent, mais il faut se suicider tout de suite parce que la vie, c'est la violence. Mais c'est la violence fonctionnelle, pas la violence psychologique. Et le corps, donc si quand quelqu'un vous donne un coup de pied, si vous bloquez avec la main ou avec le genou, il y a une fonctionnalité.
Et si quelqu'un vous dit que vous êtes une imbécile, et ça vous fait réagir, c'est que vous avez un problème non fonctionnel. Parce que quand quelqu'un traite d'imbécile, il y a deux solutions. Ou il a raison, et on est d'accord avec lui, ou c'est lui l'imbécile et c'est pas de sa faute. Mais en aucun cas, c'est une agression. C'est ce que c'est. Donc l'opinion des autres est toujours juste. L'opinion que les autres ont de vous est toujours juste pour celui qui l'a. Pour un lion, vous êtes un casse-croûte. Pour un fourmi, vous êtes un monstre qui vient d'écraser sa famille. C'est pas la peine d'essayer de les dissuader. De leur point de vue, ils ont raison. Les gens qui vous aiment ont raison de vous aimer, ils se sentent en sécurité avec vous. Les gens qui vous détestent ont raison de vous détester parce qu'ils sont en insécurité avec vous. Les gens qui vous aiment ne sont pas plus gentils, les gens qui vous détestent ne sont pas méchants. Le chien qui vous lèche va mordre quelqu'un d'autre, le chien qui vous mord va lécher quelqu'un d'autre. Les chiens ne sont ni méchants ni gentils, c'est des chiens. Quand ils sont en sécurité, ils lèchent, quand ils ont peur, ils mordent. On fonctionne comme les chiens. Donc l'exploration tactile, c'est simplement de vivre expérimentalement ces éléments-là. Et quand vous les vivez sensoriellement, quand je me suis rendu compte que quand j'allonge mes jambes et j'ai la sensation qu'il y a une pression sur mes talons, quand je vais explorer, quand mes talons vont explorer la sensation à tel point qu'à un moment donné, j'ai vraiment la tactilité du sol qui caresse mon talon, j'ai vraiment la sensation de la densité de ma jambe qui pénètre le sol, et qu'à ce moment-là, mes jambes vont se trouver un peu comme sur un coussin moelleux. Je m'aperçois que le sol n'a jamais été dur. Ce qui est dur, c'était ma réaction. Et quand cette évidence tactile se fait, il y a des moments où elle va se transposer progressivement dans la vie affective. Et à ce moment-là, quand quelqu'un va vous agresser, ben vous n'allez pas être agressé. Ça peut être une agression légale, mais ce ne sera jamais une agression psychologique. Donc, ce qui est important, c'est de devenir inagressable psychologiquement. Il y a des gens, ils reçoivent une gifle dans la rue, ils sont agressés. Mais il y a des boxeurs à l'entraînement, ils reçoivent 400, 500 coups, ils ne sont pas agressés. C'est quoi la différence? Et les coups des boxeurs font beaucoup plus mal que les gifles qu'on reçoit au coin des rues. C'est que chaque fois qu'un boxeur reçoit un coup, il dit merci. Il paye pour ça l'entraînement. Quand vous dites merci, il n'y a pas d'agression. Quand vous défendez, un regard, ça peut être une agression. Un mot, ça peut être une agression. Donc, au plus je vais explorer tactilement cette évidence, au plus il y aura progressivement une transposition dans la vie, et cette transposition est très individuelle. Si vous êtes... on a tous des zones plus complexes que d'autres. Donc dans les zones où vous êtes très ouvertes, très libres, ben, je dirais cette liberté va s'approfondir plus vite. Mais dans votre petit jardin secret, que vous ne supportez pas qu'on regarde sans vous, et vous ne supportez pas non plus vous-même de regarder, mais ce sera plus long. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec l'argent, ça devient très facile. Mais les gens qui sont obsessionnels par l'argent, ben, ça va être plus long. Il y a des gens qui sont obsessionnels dans les relations, dans la jalousie, ce sera plus long. Il y en a pour qui sont très peu jaloux naturellement, mais ce sera plus rapide. Donc chacun va transposer selon ses capacités, d'abord dans les espaces qui sont faciles pour vous, et progressivement dans les espaces qui sont plus difficiles. Cette évidence, la seule agression, c'est la défense. Mais c'est difficile parce que nos sociétés est basée sur le contraire. Les gens se sont agressés partout. Alors c'est très culturel. Il y a des gens, on les touche, c'est une agression. Il y en a, on ne les touche pas, c'est une agression. Il y a des gens, si on leur dit bonjour, c'est une agression. Il y en a, si on ne leur dit pas bonjour, c'est une agression. Il y a des gens, si on les regarde, c'est une agression. Il y en a, si on les regarde. Donc, je veux dire, il y a des codes culturels, il y a des codes, c'est très local, les codes culturels. Chaque banlieue d'une grande ville a des codes culturels différents. Mais c'est jamais une agression. Par contre, celui qui s'identifie à un mode culturel, à ce moment-là, pour lui, tout ce qui met en question ce mode, c'est une agression. Donc, si on vous dit ça, c'est une agression. Moi, j'ai vécu pas mal de temps au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, le soir, le samedi soir, ben, quand vous êtes avec des Mexicains dans une boîte de nuit, si vous les regardez, c'est une agression. C'est comme ça. Si vous klaxonnez une voiture, c'est une agression pour eux. Ils descendent, ils sont armés. C'est culturel. Donc il faut d'abord, quand on vit quelque part, comprendre les codes culturels pour ne pas agresser les gens inutilement. Mais surtout, quand vous-même vous ne sentez plus agressé, ben, la vie est facile. Vous comprenez l'adaptation nécessaire avec votre environnement pour que l'environnement ne se sente pas agressé. Et ils seront toujours un peu agressés par vous.
Si vous êtes petit gros chauve et que les gens n'aiment pas les petits gros chauves, ben, quand ils vous voient, ils sont agressés. Si les gens n'aiment pas le son de votre voix, quand vous parlez, ils sont agressés. Si les gens n'aiment pas ce que vous dites, ben, donc on va toujours agresser des gens, qu'on le veuille ou non. Et quand on marche dans la forêt, bon, on agresse des tas d'animaux. Ça ne veut pas dire qu'on est agressif, ça veut dire que c'est la vie. Voilà. Quand il y a un moustique qui se pose sur votre joue, vous écrasez le moustique, c'est certainement très agressif pour le moustique. Ça s'appelle la vie. La vie, c'est la mort. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de psychologie là-dedans et la transposition va se faire naturellement. Mais encore une fois, ça va se faire d'abord dans les endroits qui sont assez libres en vous et les endroits plus problématiques, plus complexes, mais ce sera beaucoup plus long. Dans le corps, les endroits les plus lâches en vous vont se lâcher plus vite et les 2-3 endroits qui sont vraiment complexes, mais ce sera beaucoup plus long. Le corps et le psychisme, c'est la même chose. Mais il ne faut jamais essayer de transposer. Ou ça se transpose naturellement, ou c'est pas le moment. Celui qui essaie de transposer, c'est comme celui qui essaie de garder en vie une tradition. Quand on veut garder en vie une tradition, c'est qu'elle est morte, c'est pas la peine de la garder en vie. Une tradition se maintient naturellement par sa qualité. Et il n'y a jamais à essayer de transposer quelque chose. Si j'essaie de transposer, c'est que je n'ai pas encore compris ce dont on parle. La transposition se fait naturellement, donc il n'y a jamais à fabriquer une attitude. Ce qui est important dans la vie, c'est de constater comment vous fonctionnez, voir comment tout vous agresse. Et ça, c'est pas agressant. Je remarque en moi. Voilà. On me dit ça, ça m'agresse. On me dit pas ça, ça m'agresse. On me traite comme ça m'agresse. On me dit quand même, ça m'agresse. On me dit quand même plus, ça m'agresse. On s'approche, ça m'agresse. On se recule, ça m'agresse. Donc je dois voir à quel point je suis constamment dans un imaginaire d'agression. Et c'est quoi l'agression? C'est avoir une image de soi-même. Et cette image correspond jamais à celle de l'environnement, donc bien sûr, vous vous sentez toujours agressé. Et la première chose, la seule chose à comprendre, c'est corporellement que les coups font pas mal. Ce qui fait mal, c'est la résistance aux coups. C'est pour ça ceux qui sont jeunes et qui sont en état, c'est très intéressant de faire les arts de combat contact, parce que la première chose qu'on apprend les premières années, c'est que ce qui fait mal, c'est la résistance, c'est pas les coups. Et ensuite, psychologiquement, c'est de comprendre que l'autre a toujours raison, de son point de vue. Celui qui veut me tuer a raison de son point de vue, il n'a pas de solution pour lui. Ça veut dire que je me laisse faire. Mais je n'ai pas de condamnation psychologique, parce que celui qui a trop bu, si je ressemble à l'amant de sa femme, s'il veut m'égorger, c'est pas de sa faute, c'est son fonctionnement affectif qui l'amène à cette conclusion. Comme le chien qui veut me mordre, c'est pas un méchant chien. Peut-être je vais le tuer s'il faut, mais je ne crée pas l'image d'un méchant chien. Et le chien qui me lèche, je n'ai pas d'émotion, je ne suis pas ému, je sais qu'il va tuer quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, quand les gens vous aiment, vous n'êtes pas ému, et quand on vous déteste, vous n'êtes pas effrayé. Ils sont exactement pareils. Il suffit d'un mot pour celui qui vous déteste, vous aime. Il suffit d'un mot pour celui qui, soi-disant, vous aime, vous déteste. Donc, c'est cette fonctionnalité qui nous intéresse. Franchement, quand on s'est allongé sur le côté, j'ai râlé dans ma tête. Je me dis, ah, j'ai mal partout. Il y a quelque chose qui est devenu physiquement même savoureux après. Donc, il y a eu une traversée, il y avait du non-corps, je ne sais pas comment dire. Et il y a eu une transparence du ressenti, c'était fondu. Et j'ai pu comprendre la transposition, j'ai compris ce que je faisais là en fait. Donc, merci. Mais la douleur et le plaisir sont très proches. C'est dans notre monde qui vit par des simplifications extrêmes où on oppose les deux. Mais dans toute douleur, il y a un plaisir caché. Dans tout plaisir, il y a une douleur cachée. Quand le plaisir est extrême, il y a une forme de douleur qui est là. Et quand la douleur est extrême, il y a une forme de plaisir. Nous, pour des raisons presque juridiques, on classifie les choses et c'est légitime. Mais les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Donc quand vous laissez une douleur vraiment vivre, le mot douleur s'élimine, il y a quelque chose qui est là, et à un moment donné, le mot plaisir et le mot douleur vont s'éliminer du vocabulaire, c'est remplacé par une sensation d'intensité, de vibration, qu'on pourrait interpréter poétiquement, des fois comme étant une douleur, des fois comme étant un plaisir, mais en vérité, c'est tout à fait autre chose. Et
Et pour vous, c'est quoi l'amour? C'est un merveilleux concept. C'est une peur finalement. Les gens qui veulent être aimés, ils ont peur de quoi? Pourquoi on devrait m'aimer? Pourquoi on devrait... C'est l'absurdité. Pour moi, c'est des choses qui n'ont pas de sens. J'ai pas besoin d'être aimé. Pourquoi quelqu'un devrait m'aimer? Ça veut dire quoi? Il a une projection? Et moi, je devrais aimer? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai une projection? Alors, j'aime telle personne, mais alors lui, je ne l'aime pas. Pourquoi je n'aime pas lui? Mais il faut tout aimer. Si on aime tout, il n'y a plus le mot aimer, puisque c'est l'amour est inclusif, il n'est pas exclusif. Donc pour moi, l'amour, c'est la reconnaissance qu'il n'y a pas de séparation. Mais l'amour personnel, et j'aime une personne, pour moi, pour moi, ça relève de la psychiatrie. Ou j'aime pas une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez mieux. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un? C'est une folie. C'est impossible. Vous avez 3 enfants, un dans les bras, je l'aime, l'autre dans les bras, je l'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On aime ce qui est là. L'amour personnel, l'amour exclusif, l'amour jaloux, c'est pas de l'amour, c'est des séquelles psychiatriques, mais ça n'a pas de... Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui souffrent par amour, il y en a qui tuent par amour, il y en a qui se suicident par amour. Je veux dire, le cinéma légitime, la littérature aussi, mais ça ne fait pas partie de l'approche traditionnelle. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'aimer ou être aimé. D'abord, je me désintéresse totalement, mais je ne vois pas ce que ça pourrait être. Je ne peux pas comprendre. Quand quelqu'un dit « j'aime telle personne », et alors à côté, on n'aime pas. J'aime telle personne, mais alors si je suis sur un radeau avec quelqu'un d'autre, je n'aime pas cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un manque de respect pour moi, aimer quelqu'un. C'est un mépris pour tout le reste. Il y en a qui aiment leurs enfants, alors les enfants des autres, ils ne les aiment pas. On ne peut pas vivre avec tout le monde, on ne peut pas faire l'amour à tout le monde, on ne peut pas nourrir tout le monde, bien sûr. Donc, il y a une sélectivité fonctionnelle, mais elle n'est pas au niveau du cœur. Au niveau du cœur, si on met un enfant dans les bras, je l'aime, l'enfant du voisin, je le mets dans les bras, je l'aime pareil. Je ne peux pas aimer plus un enfant que l'autre, ça n'a pas de sens pour moi. Quand on est avec quelqu'un, on aime la personne qui est là. Après, comment l'amour s'exprime, il y a des gens, on les touche, il y en a qui ne les touchent pas, il y en a avec qui on couche, il y en a qui on ne couche pas, il y en a avec qui on parle, il y en a avec qui on ne parle pas, il y en a avec qui on part en vacances, il y en a avec qui on ne part pas en vacances, il y en a avec qui on vit, il y en a avec qui on ne vit pas. Ça, c'est comme ça. Quand vous embrassez votre mère, vous l'embrassez d'une manière, vous embrassez votre fille, vous l'embrassez autrement. Vous embrassez votre femme d'une certaine manière, vous embrassez votre amant d'une autre manière. Ça, il y a une fonctionnalité de l'expression, par contre, dépend des circonstances, dépend des situations, dépend des éléments juridiques. Chaque pays est différent. Il y a des pays, les âges légaux de sexualité sont différents. Donc ça, il y a tout un contexte. On s'adapte. Mais l'amour n'est pas... Pour aimer quelqu'un qui est très très vieux, qui n'aura jamais de rapport physique. Pour aimer un enfant qui est très très jeune, il n'y aura pas de rapport physique. Vous ne l'aimez pas moins. Donc le lien de l'amour dans une société avec la sexualité est une forme de pathologie. On peut aimer profondément son chien, ça veut dire on couche avec. Donc l'amour est sans forme. Par contre, il s'exprime très spécifiquement dans une situation donnée, dans un instant donné, voilà, de manière très précise. Mais l'expression est sélective, mais l'émotion est non sélective. Moi, quand quelqu'un me dit, voilà, j'aime telle personne, moi, c'est une chose que je respecte, mais je crois profondément que je ne comprends pas ce que ça pourrait vouloir dire. Parce que quand quelqu'un me dit, voilà, me présente, c'est ma femme, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chaque fois, j'ai envie de dire, mais alors, tu as acheté combien? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je comprends au niveau du juridique pour payer moins d'impôts pour d'autres raisons, ces choses-là, mais moi je ne comprends pas. Ça c'est ma femme, ça c'est mon mari. Je ne sais pas ce que ça veut dire être un mari, qu'est-ce que ça veut dire être une femme. C'est des valeurs sociétaires et je les respecte de manière fonctionnelle, mais pour moi l'amour n'a pas de limite, n'a pas de forme. Mais par contre, on doit s'exprimer fonctionnellement, bien sûr, en fonction des situations
émotionnelle et en fonction ensuite des lois locales. Si vous êtes au Yémen, si vous êtes en Chine, si vous êtes en France, les lois sont différentes. Ça, c'est léger, mais l'amour est le même. Mais l'amour émotion, l'amour des films de Hollywood, l'amour de la littérature, pour moi, c'est une pathologie sympathique, souvent dramatique, mais vraiment inutile. Sauf pour celui qui le vit, celui qui suit. Il faut être honnête avec soi-même pour vivre avec sa capacité. Dans l'approche traditionnelle, il n'y a pas de telle chose. Spirituel, enfin c'est peut-être pas ces mots-là que vous avez employés, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que finalement, par une pratique d'arriver à embrasser pleinement la réalité, est-ce que c'est pas, entre guillemets, spirituel? Chacun a son imaginaire et c'est respectable. Nous, on ne parle pas de réalité parce que c'est un mot pour moi philosophique qui n'a pas de sens. On ne peut pas rencontrer la réalité, on rencontre nos propres projections. Le cerveau fonctionne comme ça, il ne peut pas fonctionner autrement. Et c'est même pas pour rencontrer quoi que ce soit, c'est simplement une forme de respect. Vous êtes né, ce que vous appelez être né, c'est quoi? C'est la naissance du corps. Ce que vous appelez mourir, c'est quoi? C'est la mort du corps. Il me paraît respectueux d'essayer de découvrir qu'est-ce que c'est qui est soi-disant né, qu'est-ce que c'est qui meurt soi-disant. Et donc, voilà, quand vous êtes avec un enfant, mais vous écoutez l'enfant, c'est une forme de respect. Vous êtes avec un chien, vous écoutez votre chien, vous essayez de comprendre comment il fonctionne, c'est une forme de respect. Avec votre corps, c'est la même chose. Nous, simplement, on se rend disponible au fonctionnement corporel, et comme le corps et le psychisme, c'est la même chose, mais quand je deviens à l'écoute de la sensorialité, il y a automatiquement une transposition d'être à l'écoute de sa propre mécanicité. Si vous trouvez ça spirituel ou matériel, je veux dire, pourquoi pas. Nous, on n'a pas ce genre d'imaginaire. C'est vraiment... oui, c'est un respect pour ce qui est là, finalement. La nature de la vie, c'est l'écoute. Quand le matin vous sortez, vous regardez le ciel, vous écoutez le temps qu'il fait, il y a un respect pour le temps. Vous vous adaptez au temps. Le corps, c'est la même chose. Mais généralement, le corps n'est pas respecté, le corps est abusé, le corps est exploité, le corps est utilisé pour s'affirmer, pour se défendre, pour s'approprier, Et le psychisme, on a créé un personnage imaginaire qu'il faut aimer, qu'il faut respecter, qu'il faut écouter. Et ce psychisme tyrannique, et ça crée une tyrannie sur tout son environnement. Il faut que les gens vous aiment, il faut que les gens vous écoutent, il faut que les gens vous respectent, Donc voilà, le psychisme, bien sûr, peut pas faire autrement que projeter sa propre pathologie sur l'environnement. Donc il y a des gens qui veulent qu'ils demandent tout à l'environnement, parce qu'ils se demandent tout à eux-mêmes. Donc pour moi, le respect, c'est d'écouter ces fonctionnements, et à un moment donné, vous ne demandez plus rien à vous-même. Et quand vous ne demandez plus rien, vous ne demandez plus rien avec l'environnement. Et quand vous ne demandez plus rien ni à vous-même ni à l'environnement, la vie est facile. Mais la moindre demande, la vie est un enfer. Donc le yoga, c'est l'art de voir à quel point on vit dans cette pathologie de la demande. Je devrais être comme ça, et il devrait être comme ça. C'est l'enfer. C'est simplement de voir l'étendue de l'imaginaire. De voir combien la joie et la terreur sont totalement imaginaires. C'est une forme de respect. On a cette petite histoire zen qui est très très parlante à ce sujet. On dit qu'un important samouraï est allé voir un maître zen, et le samouraï pose la question au maître en disant: voilà, j'étudie les textes et j'ai jamais compris ce que c'est le ciel et l'enfer. Et alors le maître zen regarde le samouraï et lui dit: vous êtes vraiment un imbécile. Et le samouraï est dans une rage terrible, il met la main sur son sabre, et là le maître zen dit: ça c'est l'enfer. Et le samouraï voit son fonctionnement, quelque chose lâche en lui, et le maître zen dit: ça c'est le paradis. Donc c'est uniquement de voir son fonctionnement. Tout ce qu'on vit comme un enfer, c'est un imaginaire.
Dès qu'on lâche prise de cet imaginaire, la problématique immense que j'avais à résoudre disparaît dans l'instant. Pour moi, c'est pas spirituel, c'est fonctionnel. Ensuite, chacun peut mettre les mots qu'il veut. Une question, et l'attachement, c'est imaginaire? L'attachement est... Tout à l'heure, je suis attaché, j'aime la maison parce que je suis attaché à la maison. J'aime ce garçon parce que je suis attaché à lui. C'est de l'imaginaire? Non, c'est respectable, mais ça fait souffrir. Le yoga est pour les gens qui veulent vivre sans souffrance. Pour être sans souffrance, il faut être sans attachement. Les gens qui vous êtes attachés vont mourir, ça vous fait souffrir. On ne peut pas être attaché sans souffrance. Donc c'est respectable. Dans le yoga, il n'y a pas d'attachement parce qu'on trouve la souffrance inutile. Ça n'empêche pas d'être présent. Vous avez des parents, vous en occupez, vous avez des enfants, vous en occupez, vous avez un mari ou des amants, vous en occupez. Ça c'est fonctionnel, c'est pas de l'attachement, c'est une écoute. Mais quand vous avez un enfant qui sort pour aller à l'école, vous savez très bien qu'il ne va pas revenir, il se fait écraser. Pourquoi ça s'appelle la vie? Vous aimez les gens vivants, vous les aimez morts. L'attachement psychologique, à un moment donné, disparaît. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une sensibilité qui est là. Quand un ami meurt, on le sent, bien sûr. Mais à un moment donné, il n'y a pas de manque. Quand on a un certain âge, moi je suis plus très jeune, la plupart de mes amis sont morts. Mais il n'y a pas de manque. L'amour est là, l'affection est là. Mais l'attachement, le manque, pourquoi faire? Pourquoi quelqu'un me manquerait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est respectable. Encore une fois, chacun doit vivre ce qu'il ressent. Dans notre approche, on explore l'utilité ou l'inutilité de l'attachement, et la conclusion pour beaucoup d'entre nous, c'est que ce n'est pas la peine de souffrir pour rien. Maintenant, celui qui a une espèce de résonance à l'attachement, c'est pas un problème. On n'est pas une secte, on n'est pas une religion, on ne dit pas qu'il ne faut pas être attaché. On dit uniquement que l'attachement cause la souffrance, et si à un moment donné vous voulez vivre sans souffrance, l'attachement doit être mis en question. Pas de manière violente, mais de manière comme une exploration. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la notion d'ouverture et de fermeture? Finalement, la fermeture, c'est une image, une restriction. C'est quand vous êtes approprié une identité. Et quand une situation met en question cette identité, vous vous sentez fermé. Si vous imaginez être Marseillais, et quand on dit les Marseillais sont des imbéciles, ça crée en vous une fermeture. Si vous ne prenez pas pour un Marseillais, quelqu'un dit les Marseillais sont des imbéciles, vous écoutez le commentaire, vous trouvez ça plus ou moins juste, plus ou moins faux, mais en aucun cas c'est une agression. Donc la fermeture, c'est quand on a une idée sur soi-même. Si vous prenez pour un homme, les gens disent les hommes sont violents, sont des imbéciles, vous vous sentez agressé. Si vous ne prenez pas pour un homme, quelqu'un dit ça, vous pouvez comprendre ce que veut dire la personne. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément d'accord ou forcément tort, mais ce n'est pas une agression. Donc l'agression, c'est toujours quand on a une idée sur soi-même. Si vous êtes fier de votre voiture et on vous dit telle voiture, c'est une voiture misérable, c'est une agression. Si vous savez votre voiture pour aller travailler, vous n'avez pas identifié votre voiture, on vous dit telle voiture, votre voiture est ridicule, mais vous comprenez que pour certains, oui, elle est ridicule, etc. C'est pas une agression. L'agression est toujours une idée qu'on a sur soi-même. Je parle de l'agression psychologique. Physiquement, c'est autre chose. Si un crocodile vous mord, c'est autre chose. Il y a une fonctionnalité qui va se faire à ce moment-là. Mais l'immense majorité des agressions sont psychologiques. Il y a très peu de crocodiles qui mordent, mais il y a beaucoup de gens qui sont traités d'imbéciles, etc. Donc ce qui nous intéresse sur un certain plan, c'est d'arrêter de perdre son temps dans les réactions psychologiques, parce que mon chien m'a dit ça, ma femme m'a dit ça, mon mari m'a dit ça, mon père m'a dit ça, celui qui m'a dit ça, le voisin m'a dit ça. Pour moi, tout ce qu'on me dit est juste du point de vue de celui qui le dit. Il n'y a jamais une agression. Si un crocodile me mord la jambe, c'est autre chose.
Il n'y a pas beaucoup de crocodiles en ville. Donc, on dit, il y a une fonctionnalité. Et l'ouverture, c'est se rendre compte d'à quel point on est fermé. La plupart des gens s'imaginent être ouverts, mais essayez de coucher avec leurs femmes, essayez de toucher leurs enfants, essayez de rayer leur voiture, et vous allez voir leur niveau d'ouverture. Donc, le yoga, c'est là de voir à quel point, malgré mes prétendues ouvertures, je suis totalement dans la jalousie, totalement dans la possessivité, totalement dans l'affirmation, totalement dans la défense, totalement dans mon idée essentielle que j'ai toujours raison, que les autres ont toujours tort. C'est la conviction la plus répandue au monde. Voilà, et c'est la conviction qui fait souffrir. C'est pas la conviction qui a un problème, c'est le souffrir de la conviction qui a un problème. Parce que comme vous êtes le seul à avoir cette conviction, et qu'il y a des milliards d'individus, tôt ou tard vous allez rencontrer quelqu'un qui va mettre en question cette conviction. Et donc vous allez souffrir. Donc à un moment donné, on ne se prend plus pour un Marseillais, ni pour un homme, ni pour ceci, ni pour cela. Ça n'empêche pas de connaître mieux Marseille si vous y êtes né que notre pays, mais vous n'avez pas d'émotion. Parce que celui qui est né à New Delhi, celui qui est né à Shanghai, celui qui est né à Moscou, a la même identification à son village que vous, etc. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Donc la fermeture, c'est voir ce cortège d'identifications qui, encore une fois, sont nécessaires jusqu'à un certain point à l'enfant pour se construire. L'enfant, c'est pas une théorie, mais c'est une fonctionnalité, parce qu'un enfant dépend de son environnement. Il n'y a pas un enfant sur une île déserte. Et si on disait si un enfant avait aucune influence, comment il serait, c'est idiot, parce que l'enfant, sans influence, il est mort. Donc du fait qu'on la nourrit, c'est qu'il y a des influences autour de lui. Donc l'enfant ne peut pas faire autrement que s'approprier d'abord son environnement affectif, ses parents ou sa grande famille, s'il n'y a pas de parents, s'identifier au schéma de sa famille, de son pays, de sa race, de sa culture, et éventuellement plus tard, des fois remettre en question ces choses-là, si l'enfant a une forme de maturation. Mais la plupart des gens sont immatures, donc ils meurent dans les mêmes convictions qu'avec lesquelles ils sont nés. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, il vaut mieux mourir dans son pays d'origine que mourir à l'étranger. Parce que quand vous allez devenir gâteux, quand vous aurez Alzheimer, quand vous aurez 88 ans, si vous avez la musique que vous avez entendue jeune, la nourriture que vous avez mangée jeune, et les sons de voix que vous avez entendus jeune, sera plus facile que dans un pays étranger. Voilà, il faut une plus grande maturité affective, parce qu'en fin de vie, vous allez retrouver vos schémas de la petite enfance, ça fait partie de la nature, si vous mourrez assez vieux. Voilà. Si vous êtes plus équilibré, vous pouvez mourir où vous voulez, c'est toujours le bon endroit. Mais les gens fragiles, s'ils peuvent mourir près de leur naissance, c'est plus facile pour eux. Parce que les choses culturelles de la petite enfance ressortent quand on est assez âgé. Mais à un moment donné, on ne s'approprie pas ces éléments culturels. Vous les respectez, vous les comprenez, mais je n'ai pas besoin d'être quoi que ce soit. Je peux comprendre les différentes races, je peux comprendre les différents pays, je peux comprendre les différentes ethnies, je peux comprendre les différents... Mais je ne suis pas obligé de m'approprier. Je me rends compte que tous les points de vue sont justes du point de vue de celui qui l'a. Moi, j'ai souvent donné l'exemple, mais moi, quand j'étais jeune en classe, j'ai appris que Waterloo est une défaite. J'ai vécu 10 ans à Londres. Quand j'apprenais l'histoire à ma fille, j'ai appris que Waterloo est une victoire. Je n'ai pas à me poser la question si est-ce que Waterloo c'est une victoire ou une défaite. Une défaite, ça dépend du point de vue. Si vous prenez pour un Français, si vous prenez pour un Anglais, c'est différent. Donc les points de vue sont toujours culturels et c'est légitime. La victoire de l'un, c'est la défaite de l'autre. Donc la fermeture, c'est voir qu'on vit en fonction de ces imaginaires. Alors on va toujours garder, vous et moi, des imaginaires culturels, qui sont ancrés en nous. Mais à un moment donné, on n'est pas limité par ces imaginaires. Je vais toujours mieux comprendre ma culture, où je suis né, que même si j'ai étudié d'autres cultures. Je vais mieux comprendre certains schémas locaux, je vais mieux comprendre certaines musiques, je vais mieux comprendre certaines architectures. Je vais mieux goûter certains goûts que... Bien sûr. Mais à un moment donné, je ne suis pas limité par ça. Je me rends compte que le fait que je préfère manger très épicé ou peu épicé dépend si je suis né dans le sud de l'Inde ou si je suis né en Belgique. Donc il y a une forme de souplesse vis-à-vis de ma sensibilité gustative, olfactive, auditive, culturelle, etc. Mais il y aura toujours une forme de limite, parce que notre corps est limité
Si vous êtes né en Ouganda, si vous êtes né en Chine, vous avez un corps différent. Et donc des sensibilités culturelles différentes qui sont inscrites dans le corps. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est cette appropriation de l'identité culturelle. Se prendre pour ceci. Ça n'empêche pas une fonctionnalité. Si votre pays est en guerre, ben, s'il faut se battre pour son pays, on se bat pour son pays. Mais je ne suis pas obligé d'avoir le fantasme de mon pays. Pour moi, les gens qui agressent mon pays ne sont pas méchants, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, peut-être qu'il faut les tuer éventuellement, on se fait tuer, mais ça c'est léger. Je n'ai pas une nécessité idéologique là-dessus. Je ne suis pas fier de mon pays, je n'ai pas honte de mon pays, je n'ai pas de pays. Par contre, si je suis quelque part, si j'étais en Cisjordanie, avec bande de Gaza en ce moment, ben je tirerais sur des Israéliens. Mais si j'étais en Israël, ce matin j'aurais tiré sur des Palestiniens. Mon environnement, mon idéologie, c'est mon environnement proche. Je défends mon environnement proche, je n'ai pas d'idéologie. Si je suis avec les amis dans la rue, on les attaque, je les défends. Ça ne veut pas dire que je pense comme eux, je n'ai pas les mêmes opinions qu'eux, je me fous de leurs opinions. C'est mon environnement proche. Moi, c'est ma seule idéologie. Voilà, je défends ce qui est proche de moi, selon mes capacités. Ensuite, je peux avoir une petite sensibilité, selon ma culture, selon mes lectures, selon mes expériences, bien sûr, je peux pencher, je peux avoir plus de droite ou plus de gauche, ça c'est autre chose. Mais je sais que c'est une limite, je sais que c'est une chose qui... Si j'avais lu autre chose, j'avais eu d'autres expériences, je serais exactement à l'opposé de mes opinions. Donc mes opinions, pour moi, sont légères. J'en ai, mais elles sont légères. Et celui qui a l'opinion opposée à moi-même, je pense que ça a la même valeur que la mienne. Si j'étais né où il est né, j'aurais fait les mêmes expériences, je pensais exactement comme lui. Donc je ne suis pas lié à mes opinions, mais j'en ai légèrement. Mais ce n'est pas un problème. La fermeture, c'est croire à ses opinions, c'est croire à ses pensées. L'ouverture, c'est de se rendre compte que ces pensées sont totalement aléatoires, totalement culturelles, totalement dépendantes de notre état affectif, de notre état corporel. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une idéologie. C'est une conséquence de mon fonctionnement affectif, de ma vie de tous les jours. Et mes pensées ne m'intéressent vraiment pas. Je ne me cherche pas dans mes pensées, je ne me cherche pas dans mes convictions. Mes convictions sont légères, j'en ai, mais elles sont légères. Et celui qui pense l'opposé de moi, pour moi, autant raison de son point de vue. Si à la guerre, on sera peut-être dans des camps opposés. S'il faut tuer un chien, si un chien attaque ma fille dans la rue, on tue le chien, mais ce n'est pas un méchant chien. Le chien fait ce qu'il avait à faire. Et le chien qui me lèche va tuer quelqu'un d'autre, ce n'est pas un gentil chien. Je ne suis pas dupe du chien qui me lèche, je ne suis pas dupe du chien qui va me tuer. J'agis différemment, mais il y a la même affection profonde qui est là. Des fois, il faut donner la mort par affection, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la vie. Donc, la fermeture, c'est se prendre pour ses opinions. L'ouverture, c'est voir que ses opinions sont toujours limitées, toujours circonstancielles, toujours fragmentaires, et que tout va bien. Je n'ai pas besoin de changer d'opinion. Si je suis fasciste, je n'ai pas besoin de devenir communiste. Si je suis communiste, je n'ai pas besoin de devenir fasciste. Je garde mes opinions, mais uniquement je me rends compte que c'est les opinions. L'expérience de ma famille, mon expérience, mes lectures, mes raisonnements m'ont amené à telle conclusion. Quelqu'un d'autre a d'autres expériences, d'autres lectures, a d'autres conclusions. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, il n'y a rien de vrai. Les gens qui cherchent le vrai, c'est des philosophes. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de vrai. On vit en fonction de la réalité. La réalité n'est pas vraie ou fausse, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. C'est toujours une représentation idéologique. C'est tellement sécurisant de tenir quelque chose de vrai. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a autant de religions. C'est pour ça qu'il y a autant de gens dans les partis politiques. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui jouent au rugby ou qui jouent au football, parce que comme ils savent c'est réel, c'est vrai, ils sont contents, ils sont fiers de ça. Et c'est respectable. L'immense majorité des êtres humains ont besoin de religion. Ils ont besoin d'un gourou, ils ont besoin d'une tradition, ils ont besoin de... Je suis soufi, maintenant, voilà, je suis soufi. Maintenant, je suis un tantrika, maintenant, je suis un yogi, maintenant, je suis chrétien, maintenant, je suis orthodoxe, maintenant, je suis marié, maintenant, je suis seul, maintenant. J'ai besoin d'être quelque chose. Et c'est sympathique. Un peu comme un petit enfant qui a besoin d'être Zorro, qui a besoin d'être une princesse, qui a besoin ça fait partie de
la maturation, on va dire. Mais il y a des gens qui sont un peu longs. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en question ces opinions, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par exemple, faire comme Mussolini, qui était communiste, qui devient fasciste, c'est sympathique, mais ça ne change pas grand-chose. On garde ses opinions, mais on se rend compte que ces opinions sont circonstancielles, sont souples. J'ai un préjugé, je pense que les droits sont plus importants que les devoirs, ben je vote à gauche. Je pense que les devoirs sont plus importants que les droits, je vote à droite. C'est pas méchant. Voilà, on a une résonance. Mais celui qui pense l'opposé n'a pas tort. Je comprends son point de vue. Pas vraiment, je ne peux pas le comprendre, parce qu'il n'y a que lui qui peut le comprendre. Mais je le respecte, c'est léger pour moi. Je n'ai pas besoin que mes amis pensent comme moi, pourquoi faire ? Déjà, ce que je pense ne m'intéresse pas, et encore d'autres personnes pensent pareil. Ça n'a aucun sens. Chaque personne pense en fonction de son ethnie, de sa génétique, de ses expériences de vie, ou de guerre, ou de traumatisme, ou d'affection. Ce qu'on pense a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est le ressenti. Quand je me réfère au ressenti, il n'y a plus la pensée. Il y a un ressenti. Le ressenti va très vite passer au-delà des catégories agréables, désagréables, plaisir, douleur. Il y a quelque chose qui est impensable. Qu'est-ce qui vous appelle tous les soirs avant le sommeil profond ? Avant le soir, qu'est-ce que vous faites ? Vous abandonnez votre maîtresse, vous abandonnez vos enfants, vous abandonnez votre compte en banque, vous abandonnez votre voiture, vous abandonnez votre corps, tout ça pour ne rien être. Et c'est le moment le plus extatique du soir, de la vie, quand vous donnez le soir au sommeil profond. Comment mourir ? Passé, c'est fini. Futur, peut-être il y aura une bombe russe avant que vous vous réveillez, on n'en pense même pas. Donc on se couche pour mourir, pour ne rien être. C'est le moment extatique de la vie. Et à ce moment-là, il n'y a plus de référence. Il n'y a plus ni fermeture ni ouverture. C'est ces moments-là qui sont cruciaux. Et si vous donnez intensément à ce moment-là, des fois dans la journée, il va y avoir des moments où justement vous ne vous situez plus en tant qu'idéologie. Vous n'êtes plus de droite, vous n'êtes plus de gauche, vous n'êtes plus un homme, vous n'êtes plus une femme, vous n'êtes plus jeune, vous n'êtes plus vieux, vous n'êtes rien du tout. Il y a cette présence non focalisable, le pressentiment d'être sans être quoi que ce soit. Et petit à petit, c'est le pressentiment qui va envahir, on va dire, les différentes expressions de la vie. Ça, c'est naturellement. Mais la fermeture, c'est voir à quel point on se sécurise constamment, comme vous le dites, dans la pensée, dans l'idéologie. Savoir quelque chose, c'est la peur. C'est tout à fait normal. Les enfants, quand un enfant a peur, il a besoin d'affirmer. Quand quelqu'un qui prend de la drogue et qui n'est pas fait pour ça, dans son voyage, il a besoin d'affirmer les choses. Il a peur de se laisser aller. Voilà, mais à un moment donné, il n'y a plus rien à affirmer, il n'y a rien ni à laisser aller, ni à affirmer. La vie est tellement plus riche que ça. Dans la fermeture, c'est voir tous ces mécanismes sans commentaire. On ne va pas être différent de ce qu'on est. Vous êtes parfait parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous devez totalement accepter vos caractéristiques physiques, psychiques. Il n'y a rien à changer en vous, mais il y a de plus en plus intime avec ce qui est là. Dans cette intimité, il y a une ouverture qui va se faire à la vie. Mais tant que j'essaie de me changer psychologiquement ou corporellement, je suis dans un imaginaire de réussite, d'échec, d'effort, de violence, d'une dictature. Et tant qu'on vit dans une dictature, qu'est-ce qu'on crée dans la société ? On crée une dictature. La société est la représentation absolument exacte de ma propre problématique. Par rapport à une crise qui est par exemple plus globale de la perte de la diversité, de l'environnement, et tout ça, est-ce que ça donne envie aussi d'agir ou on est prêt à agir Vous savez, la vie c'est l'action, on ne peut pas ne pas agir. Vous respirez, vous agissez, vous transformez le monde en respirant chaque instant, en marchant, en bougeant, en digérant, en assimilant, etc. Ensuite, on a tous des caractéristiques différentes. Il y en a qui sont faits pour faire la guerre, il y en a qui sont faits pour soigner, il y en a qui sont faits pour faire du pain,
Il y en a qui sont faits pour suivre l'écologie, il y en a qui sont faits pour... Je veux dire, à un moment donné, vous suivez ce qui est naturel pour vous. Mais à un moment donné, il n'y a pas de hiérarchie. La société est faite d'un ensemble, etc. Et je ne suis pas obligé d'avaler les sornettes culturelles du monde actuel qui fait croire ceci ou à cela. Moi, je n'ai pas d'opinion si c'est injuste que la Chine et l'Inde se surindustrialisent pour arriver à trouver de meilleures conditions de vie, ou si c'est dramatique au niveau de la pollution. Je ne suis pas compétent, ce n'est pas mon domaine. Il y a des gens qui passent des vies, il y a des tas de gens qui ont hurlé contre l'atomique, et puis si demain on a des problèmes d'approvisionnement de gaz, ils seront bien contents d'avoir un peu de chauffage quand même, etc. Donc moi je n'ai pas d'opinion politique, culturelle, ça demande une vie d'études, je n'ai pas le temps, chacun son domaine. Donc voilà, les infirmières sont des infirmières, les médecins sont des médecins, les prostituées sont des prostituées, il y a des banquiers, il y a des policiers, il y a des cambrioleurs, il y a des professeurs de yoga, et il y a des écologistes. Moi, je n'ai pas de notion de hiérarchie humaine. Pour moi, la beauté est partout. Je comprends qu'on se voit certaines choses. Je pense que la plupart de ce genre de problèmes sont imaginaires, parce qu'on les voit sur une toute petite quantité. Et je pense que si demain, il y avait une guerre atomique et si la Terre était détruite, quelques centaines d'années après, la Terre serait de nouveau un paradis merveilleux de jungle et d'écologie parfaite. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Oui, l'homme pollue, bien sûr. Mais avant de vouloir réguler les choses, il faut d'abord manger correctement soi-même. Quelqu'un qui mange de la viande ne peut pas parler d'écologie. Quelqu'un qui porte des vêtements pas chers qui sont faits en Chine ne peut pas parler d'écologie, etc. Quelqu'un qui... etc. Donc la première chose, c'est être cohérent soi-même, totalement, avant de vouloir être une dictature pour l'environnement. Ensuite, ça n'empêche pas, si on a une espèce d'évidence, de capacité intellectuelle, financière, fonctionnelle, d'agir dans son environnement, ça me paraît tout à fait judicieux. Mais à condition que ce soit l'environnement qui vous le demande. On est là pour servir son environnement, pas pour lui imposer des choses. Donc si votre voisin vous demande est-ce qu'il y a d'autres manières de manger, si vous lui dites, mais écoute, voilà, chaque fois que tu manges telle chose, voilà ce que ça implique au niveau global. Quand tu bois ça, regarde ce que ça veut dire. Quand tu achètes un vêtement fait en Chine, regarde ce que ça veut dire. Quand tu achètes... Voilà. Donc ça me paraît légitime de partager cette forme d'évidence. Il faut d'abord le vivre soi-même, sans concession. Et ensuite, si la vie fait que vous êtes porté à incarner les courants politiques, moi j'ai aucun problème avec la politique. Platon s'est impliqué dans la politique, beaucoup de philosophes grecs l'ont fait. Le roi Janaka, c'était un roi, c'était pas un philosophe, mais il était considéré comme sage. Donc la participation politique, tendre ou violente, peut faire partie d'une évidence, mais il faut être fait pour ça. Donc moi, j'ai aucun problème avec l'action, si elle est naturelle, si elle est organique. Jean Klein, pendant la guerre, s'est engagé dans la Légion étrangère. Moi, j'ai des amis... Quand la Russie a envahi l'Afghanistan, qui sont partis se battre en Afghanistan, j'ai des amis qui sont partis se battre au Congo, à l'époque de Lumumba et du Tshombe, qui sont morts d'ailleurs. Donc chacun doit faire ce qui est légitime, mais ça ne va pas être idéologique, ça doit être vraiment par le cœur, par l'évidence. On fait ce qu'on a à faire, on a envie, on en meurt. Ça s'appelle la vie. Il n'y a rien qui est exclu. Il n'y a rien qui est indispensable non plus. La première chose, c'est d'être heureux. Tant que vous avez des dépressions, arrêtez de vouloir vous occuper du monde. Tant que vous êtes jaloux, arrêtez de vouloir amener la paix autour de vous. Non, la première guerre, c'est la jalousie, c'est la peur, c'est la dépression. Pour pouvoir amener la paix, il faut déjà être en paix soi-même, il faut déjà être tranquille. Beaucoup de gens qui veulent la paix sont touchés à leur femme, sont touchés à leur mari, piquent des crises. C'est pas la peine qu'ils parlent de la paix, ils sont en guerre constamment. Les gens en guerre créent la guerre, ils ne créent pas la paix. Donc soyez vraiment en paix vous-même. À ce moment-là, il y a une clarté qui va se faire. Dans cette clarté, exprimez-vous selon vos capacités militaires, économiques, politiques, financières. Ça me paraît tout à fait légitime. Et c'est l'avenir de la paix. Celui qui est en guerre avec lui-même et qui veut mener la paix va amener que des catastrophes.
partager un point. En fait, quand je fais de la méditation chez moi, j'ai souvent le problème de vouloir faire de la méditation, de vouloir prendre le temps. Pas de vouloir pas prendre le temps. Et j'ai fait une expérience récemment. Je me suis dit, tiens, on va changer les cartes. J'ai mis un disque que j'aime beaucoup, que je n'avais pas écouté depuis longtemps. Et du coup, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que j'étais plus du tout dans une sorte de vouloir faire, j'étais dans autre chose, il n'y avait plus moi, il y avait cette musique, et c'est tout. Il y avait une sorte de jouissance esthétique. Et ça m'a donné à réfléchir sur la valeur de ma méditation, sur ce que j'essayais de ne pas faire ou de faire, je ne sais pas trop, par rapport à l'expérience esthétique que j'étais en train de vivre. Vous savez, Abhinavagupta, dans le Tantra Loka, dit que l'esthète, que celui qui assiste à un concert de danse ou de musique, le cœur libre, ce qu'il appelle Charidaya, c'est-à-dire l'homme de cœur, est plus près de la vérité que le yogi dans sa grotte, qui au contraire, par ses pratiques, finalement, crée une espèce de sécurisation, d'affirmation de soi. Donc, la méditation, c'est ce que vous êtes profondément. C'est pas quelque chose qu'on fait, il n'y a pas de pratique méditative, ça veut rien dire, c'est des imaginaires modernes. Il y a des concentrations. Si vous voulez devenir fakir, si c'est votre destin, vous pouvez très bien vous concentrer sur une zone du corps et moins sentir autre chose. Ça fait partie de l'art du fakirisme, c'est tout à fait sympathique. Mais en dehors de ça, la méditation, c'est votre état naturel. Est-ce que vous êtes naturellement dans le sommeil profond, entre deux pensées, entre deux perceptions, donc ce n'est pas une pratique. Par contre, vous avez raison, quand vous vous donnez à une expérience esthétique, je dirais, libre d'attente, effectivement, vous oubliez vous-même, parce qu'on ne peut pas être dans l'écoute et avoir l'image de soi-même. Donc, il semble approprié pour vous de continuer à écouter de la musique. Mais à un moment donné, vous verrez, vous n'aurez même pas à écouter la musique, parce que la musique est toujours là. Je dis, quelle que soit la perception, c'est comme une musique. Quand vous la laissez libre de commentaires, j'aime pas, le bruit d'un marteau-piqueur, le bruit de quelqu'un qui hurle, le bruit d'une voiture qui freine. Vous allez voir, c'est une musique, mais on est vraiment dans le sens profond. Bien sûr, il y a des musiques qui sont plus faciles à décoder. Quand vous écoutez de la grande musique, des musiques traditionnelles, c'est des musiques qui sont orchestrées, qui sont venues inspirées par le silence, donc ça vous ramène bien sûr. Mais toute sonorité, toute écoute, tôt ou tard, ça va vous amener à cette même écoute. Donc, le mot méditation, pour moi c'est un mot qui vraiment n'a pas de sens, il est de nos jours complètement... c'est un imaginaire. Mais par contre, vous donner à des moments de perception esthétique, c'est certainement ce qu'il y a de plus juste, de plus profond, parce qu'effectivement, vous oubliez vous-même profondément. Alors, le problème, c'est que quand le disque s'arrête, vous allez revenir à vous-même. Mais par contre, ça, vous vous rendez compte. Et puis, votre femme va dire ça, votre enfant va faire ça, ou le chien va faire ça, ou le voisin va faire ça, ou la télévision va faire ça, et vous allez vous rendre compte quand vous partez dans votre imaginaire de relation, et puis vous allez vous rendre compte de nouveau, vous êtes parti dans l'imaginaire, vous avez pris le train de nouveau, et cette simple constatation va faire que petit à petit, il y aura de plus en plus de moments où vous allez pouvoir écouter la vie comme une musique, c'est-à-dire sans dire c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas bien. C'est ce que c'est. Et on en revient à l'exemple qu'on donne souvent quand vous êtes au port de Marseille, vous regardez un goéland qui monte, qui est porté par le vent, et le goéland monte, et puis le goéland descend, et puis le goéland se rapproche, et puis le goéland recule. Vous regardez le goéland pendant 5 minutes, 10 minutes, et puis vous revenez à vous-même, vous allez voir, vous êtes totalement détendu. C'est pas le goéland qui vous a détendu. Mais c'est fait que le goéland, vous n'avez aucun lien psychologique avec le goéland. C'est pas un goéland de droite, c'est pas un goéland de gauche, c'est pas un goéland qui veut coucher avec votre femme, c'est pas un goéland qui... C'est un goéland. Vous n'attendez rien de ce goéland, il peut rien pour vous, vous pouvez rien pour lui, vous lui demandez rien, vous ne pensez même pas il est beau, il n'est pas beau, vous n'arrivez même pas à le voir, s'il est beau ou moche. Vous savez très bien que vous n'avez aucun lien à ce goéland.
Donc vous regardez le goéland libre de toute projection. C'est simplement regard. Et quand on y regarde quelques minutes, et qu'on vient à soi-même, on sent une immense disponibilité qui ne vient pas du goéland, qui vient du fait d'avoir rien demandé à la situation. La méditation, c'est de rien demander à la situation. Si vous ne demandez rien à votre femme, rien à votre maîtresse, rien à votre enfant, rien à votre chien, rien au voisin, rien au gouvernement, rien à l'opposition, rien à vous-même, la vie est facile. Et dans cette facilité, qu'il y aura une éclosion de vos capacités. C'est ça la méditation. Pourquoi vouloir? Tous les soirs, vous voulez dormir le soir? Vous ne voulez pas dormir, vous ne voulez rien du tout. Vous abandonnez votre maîtresse, vous abandonnez votre chien, vous abandonnez votre voiture, vous abandonnez tout ce que vous aimez, vos opinions, vous abandonnez... Pourquoi? Pour ne rien être. Le soir, c'est pas volontaire. Vous dites pas, je vais dormir, je veux dormir. Vous ne dites rien du tout. Vous allongez, vous sentez le lit, s'il est dur, s'il est ferme, s'il est chaud, s'il est humide, et vous êtes totalement dans le senti. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est fini, c'est mort, vous n'avez pas à s'en rappeler. Demain, vous ne savez même pas si vous serez là, donc on ne s'en occupe pas. Donc vous laissez le passé et le futur, vous êtes totalement en ce moment extraordinairement extatique de disparaître le soir, il n'y a pas de volonté. Tous les soirs, vous faites ça naturellement. Et si jamais vous avez une super amante, peut-être au bout de 3 jours, vous allez le faire quand même. Vous allez également tout abandonner pour ne rien être, parce que c'est la chose la plus essentielle pour nous. C'est ça la méditation. C'est souvent vous arrêtez de prétendre à un passé, vous arrêtez de prétendre à un futur, vous voulez rien du tout. Mais c'est pas que vous voulez rien, mais il n'y a aucun vouloir. Ce non-vouloir, c'est ça. C'est ça la méditation. Donc ça se fait naturellement, et si de plus en plus le soir, avant le sommeil profond, il y a cette forme d'espace conscient, pas consciente de quelque chose, mais conscient tout court, conscience sans objet. Vous allez voir après, ça va vous revenir, et à un moment donné, l'idée de vous asseoir en méditation, ça vous fait rigoler. Quand vous vous rappellerez qu'avant, vous leviez à telle heure, vous faites une méditation de telle heure à telle heure, c'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, je suis humble le matin de 5 à 6. Ça ne marche pas comme ça. Donc, continuer à écouter de la musique, ça me paraît une très bonne orientation. Mais la vie, c'est une musique. S'il y a une dernière question? Ouais, vous avez dit tout à l'heure, c'est pour passer le temps. Pratiquer du yoga, c'est juste pour passer le temps. Et du coup, je me demandais pourquoi vous avez choisi le yoga pour passer le temps. Et quelle conception du temps vous avez? Alors bien sûr, c'est une très mauvaise expression, parce que le temps n'existe pas, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on dit c'est un passe-temps, c'est-à-dire c'est simplement une expression de la vie, mais sans plus. Je veux dire, si vous êtes soldat sur un champ de bataille, votre expression c'est la guerre. Si vous êtes médecin, votre expression c'est de soigner. Si vous êtes prostitué, votre expression... Je veux dire, chacun suit son expression. Moi je ne l'ai pas choisi, c'est mon maître qui m'a demandé de faire ça. Et j'étais obéissant à l'époque, et donc j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et puis j'avais aucune compétence là non plus d'ailleurs, mais j'en avais encore moins dans les autres domaines. Donc en fait, dans la vie, on fait ce qu'on peut faire. Le moins mal possible, ça s'arrête là. Donc il n'y a jamais de choix. Chacun suit ce qui s'impose à lui. On ne choisit pas ses amis, on ne choisit pas on choisit rien dans la vie. On accepte ce qui est là, on explore ce qui est là. On a tous des capacités différentes et chacun... Mais quand on dit c'est un passe-temps, ça veut dire attendez rien. Parce que si vous attendez quelque chose du yoga, vous allez être déçu. Parce qu'il n'y a rien à attendre de la vie. Si vous attendez quoi que ce soit du gouvernement, vous serez déçu. Si vous attendez quoi que ce soit de votre mari, vous serez déçu. Si vous attendez quoi que ce soit de votre corps, vous serez déçu tôt ou tard. Si vous attendez quoi que ce soit de votre amant, vous serez déçu aussi. Si vous attendez quoi que ce soit de l'opposition, vous serez déçu aussi. Attendez rien de personne. Surtout pas de vous-même. Là, le cœur de la vie se révèle. Donc c'est très important que le yoga reste un passe-temps, parce que quand le yoga devient spirituel, quand le yoga devient une espèce de discipline d'arrogance, comme chez Patanjali, pour ne pas le nommer, une espèce d'appropriation, de qualification de plus en plus sattvique pour devenir en haut, arriver à une espèce de super-homme pur, etc., un peu comme les gens qui sont engagés dans la SS qui voulaient être purs.
C'est sympathique, mais c'est pas vraiment notre orientation. Il n'y a pas de pur, il n'y a pas d'impur. La pureté, c'est de voir à quel point on est impur. Mais pas une impureté par rapport à une pureté, mais simplement un manque de fonctionnalité. Voilà. C'est pas la peine de se défendre à chaque instant de la vie. Pas la peine d'avoir peur du tout. Pas la peur de constamment vivre dans le passé, dans le futur. Donc, le yoga, c'est un passe-temps, dans le sens, c'est simplement se mettre à l'écoute de ce qui s'impose dans l'instant. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ce qui s'impose dans l'instant. Donc, quand vous êtes votre mari, c'est votre mari. Quand vous êtes votre amant, c'est votre amant. Quand vous êtes votre chien, c'est votre chien. Mais quand vous êtes sur votre tapis de yoga, c'est le yoga. Vous ne demandez rien. Vous donnez totalement à ce qui se présente. Et dans cette non-attente, à ce moment-là, le yoga, dans le sens traditionnel, va se révéler. C'est-à-dire va vous ramener à ce que vous êtes essentiellement, c'est-à-dire cet espace sans besoin, sans attente, qui s'incarne à chaque instant, mais qu'on oublie à chaque instant parce qu'on veut quelque chose, parce qu'on attend quelque chose, parce qu'on espère quelque chose. À un moment donné, vous arrêtez d'espérer, vous arrêtez d'attendre. La vie, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Si vous attendez, vous allez toujours attendre. Il n'y a pas le temps d'attendre. Vous ne savez pas si en sortant d'ici, vous allez vous faire écraser. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Attendez rien, ni de vous-même, ni de personne, vous n'avez pas le temps. L'intensité, elle est maintenant. Et le yoga, c'est simplement se donner à cette intensité du moment présent. Passez une bonne soirée. Merci.